dans l'un des révolutions arabes, c'est que merci pour le brillamment, non, mais c'est que c'est pas après le printemps l'hiver islamiste. Absolument pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc il faut pas. Et donc, Alexis, la force de l'aspiration à la liberté, à la démocratie, au respect des droits de l'homme dans le monde arabe aujourd'hui est telle que le monde arabe est, je parle là des populations, après avoir parlé des régimes, est aux côtés évidemment de l'insurrection syrienne. Mais si l'on reprend la totalité du tableau, il y a cette ligne de fracture pour les deux raisons que je viens de dire, à laquelle il faut en ajouter une troisième. C'est que ça peut nous faire sourire, à nous qui sommes plutôt libres penseurs et pas spécialement attachés aux choses de la religion. Mais pour la famille Saoud, par exemple, les chiites sont réellement des hérétiques, sont réellement des gens qu'il faut combattre, sont réellement l'incarnation d'une abomination qu'incarnaient aux yeux des catholiques les protestants au moment des guerres de religion européennes. Et il n'y a pas plus de pitié là qu'il n'y en avait dans les guerres de religion européennes. Concernant les Alaouites, donc ces gens-là disent « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », c'est ça? Évidemment, ce sont des chiites. Ce sont des chiites, enfin, en tout cas aux yeux des sunnites, mais enfin, ce sont des chiites, évidemment, même si c'est une branche du chiisme. Et donc, il y a cette première dimension, l'affrontement chiite-sunnite, à laquelle s'ajoute une deuxième dimension, qui est en train de peser de plus en plus. C'est qu'il se trouve que la mère patrie du chiisme, l'Iran, est en train d'acquérir l'arme atomique. Ça embête beaucoup les Israéliens, mais ça empêche totalement de dormir les monarchies pétrolières du Golfe, beaucoup plus que les Israéliens, pour des raisons qui sont d'ailleurs parfaitement compréhensibles dans la mesure où, militairement parlant, ces monarchies auraient beaucoup plus à craindre d'une montée en puissance militaire. Je ne dis même pas d'un usage de l'arme atomique, je dis simplement d'une montée en puissance militaire que favoriserait évidemment l'acquisition de l'arme atomique de l'Iran qu'Israël. Les puissances occidentales, États-Unis et Europe, sont de plus en plus clairement décidées à ne pas laisser les Iraniens acquérir l'arme atomique, et les deux dossiers sont en train de se fondre totalement dans une crise qui est de plus en plus inextricable, dans la mesure où, pour toutes les raisons que l'on vient de dire, ni les pays sunnites, ni les populations, ni les régimes sunnites ne reculeront dans l'affaire syrienne, que pour toutes les raisons que l'on vient de dire, ni les puissances occidentales, ni la Turquie ne reculeront dans l'affaire syrienne, et il se trouve que l'insurrection syrienne, je vais employer un mot qui est déplaisant, mais je n'en vois pas de plus juste, se survit. Je ne dis pas qu'elle marque des points, mais elle se survit plus longtemps qu'on ne l'aurait pensé, et qu'en tout cas que je ne l'aurais pensé. Il y a 3 semaines, j'avais le sentiment, malheureusement évidemment, j'avais le sentiment que, militairement parlant, pas politiquement parlant, mais que militairement parlant, l'insurrection syrienne était en train de perdre, mais le fait est que les livraisons d'armes qu'elle reçoit, et ne laissons personne s'indigner de ces livraisons d'armes, dans la mesure où les armes iraniennes et les conseillers militaires iraniens arrivent à flot à Damas pour soutenir le régime syrien, le fait est que les très maigrelettes livraisons d'armes que reçoit l'insurrection syrienne, et hélas, car cela pose un problème, l'arrivée de djihadistes venus d'Irak et qui se reconvertissent en Syrie aujourd'hui, maintiennent un rapport de force militaire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le régime n'arrive pas à écraser l'insurrection, qui bien sûr n'arrive pas à écraser le régime. Compte tenu du contexte régional et international, cela s'appelle une crise qui n'est déjà plus régionale mais internationale, et dont on ne peut pas exagérer la gravité car elle est totale.
Alors, avant de vous demander, peut-être on reviendra dans un deuxième tour de parole, comment vous voyez les mois à venir, question à laquelle il a déjà été répondu précédemment. Je cède tout de suite la parole à notre ami Bernard Chalchat, qui est faut bien dire, hein, le maître d'œuvre, l'artisan, la cheville ouvrière de la mobilisation des Français en faveur de l'insurrection. C'est avec vous, cher Bernard, que la règle du jeu avait organisé l'an dernier ce grand meeting de l'opposition le 4 juillet dernier, et vous en étiez l'animateur, l'organisateur. Donc pessimisme, comment vous en êtes aujourd'hui? Pessimisme mesuré, optimisme de la volonté à la Raymond Aron. J'ai trop envie de citer une vieille phrase de Léon Trotsky qui disait que la crise de l'humanité serait due à la crise de la direction révolutionnaire. Ça, c'est ce que vous avez toujours pensé depuis 40 ans, et c'est pour ça que vous essayez aujourd'hui de devenir un chef révolutionnaire. Infiltré par le trotskisme, la règle du jeu notamment. Enfin, voilà. Je pense que mais c'est un combat voué à l'échec. Vous êtes le bienvenu, hein, c'est un trotskisme sympathique. Oui, s'il y a des aspects sympathiques du trotskisme, dont je ne suis plus très sûr aujourd'hui. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble cette espèce d'inextricable système de contradiction qui rend la victoire de la révolution syrienne difficile, j'en suis conscient. La plupart des amis syriens engagés dans la révolution syrienne, dans son soutien, savent que nous sommes, enfin je dis nous parce que je me sens un peu syrien depuis un an, nous sommes pris dans 3, 4, 5, 6 faisceaux de logique qui rendent très très difficile de surmonter cette espèce de mosaïque d'ennuis auquel on est confronté. Un exemple, par exemple. Si on aide, la Turquie aide, pour des raisons qui lui sont proches, aide en partie l'opposition syrienne, y compris militaire. Néanmoins, plus la Turquie se mêle de la situation syrienne, moins nos amis kurdes ont envie de s'engager. Car ils savent qu'un pas en avant turc, politico-militaire, et notamment sur le terrain du territoire syrien, est une menace pour eux. Or, je fais partie de ceux qui plaident depuis plusieurs mois pour au moins la création d'une zone sécurisée, une partie du territoire syrien sécurisée militairement. Or, en admettant que des forces étrangères acceptent de s'engager, ça ne pourrait se faire que près de la frontière turque. Ce qui, évidemment, une fois de plus, inquiète nos amis kurdes, car toute progression du poids politico-diplomatico-militaire de la Turquie dans la révolution syrienne, un pas concret, est ressenti, je le dis à juste titre, par nos amis kurdes, comme une menace par rapport à leur propre agenda, qui est celui, au minimum, par exemple, en cas de victoire révolutionnaire, d'un référendum d'autodétermination sur les populations kurdes, revendication qui me semble tout à fait légitime. Néanmoins, nous connaissons tous ces problèmes. Nous savons que les Occidentaux, alors qu'il y a ingérence extérieure internationale dans la révolution syrienne de la part des Russes et des Iraniens, au minimum, nous savons qu'il y a peu de chances que les Occidentaux reproduisent sous une forme légale ou une autre ce qu'ils ont fait en Libye. On pourrait imaginer une coalition ad hoc, provisoire, qui, si elle n'obtient pas la légalité internationale, pourrait avoir au moins une légitimité politique, éthique et morale à venir protéger la révolution syrienne. Il semble qu'aujourd'hui, tout le monde évacue cette possibilité. Est-ce que c'est une attitude munichoise? Est-ce que je ne sais pas pourquoi ils sont aussi pusillanimes. Je dis ça parce que, Bernard Catta, vous disiez que les Occidentaux, effectivement, les services, les chancelleries pensent du matin au soir à la Syrie, ce qui est vrai, mais je suis toujours frappé de découvrir de 15 jours en 15 jours que les Occidentaux, les Européens, les Américains ou l'ONU trouvent des nouvelles salves de mesures dissuasives à l'égard du régime syrien. Et je me dis à chaque fois, mais comment ça se fait que c'est seulement maintenant que ça arrive qu'on bloque les comptes de la femme de Bachar, c'est seulement maintenant qu'on bloque les comptes, on gèle les avoirs des généraux.
je me dis, ils auraient pu faire ça quand même plus tôt. Donc je trouve malgré tout qu'il y a une certaine pusillanimité, ne serait-ce que sur des mesures de sanctions économiques, interdiction de voyager. Le général Classe, qui est quand même une des figures les plus abominables du régime, était encore à Paris il y a une quinzaine de jours, alors qu'il joue toujours un rôle dans le système répressif. Je suis très étonné qu'on leur laisse encore à ce gang des barbares une telle marge de manœuvre, ne serait-ce que sur le plan donc, de leurs finances, de leurs déplacements, de leurs aises. Alors, sur le plan militaire, qu'est-ce que pourrait être une intervention militaire occidentale pour aider et pour protéger la révolution? Et je le dis bien en dehors du cadre de la légalité du Conseil de sécurité, puisque là-dessus, il sera impossible de dire quoi que ce soit. Moi, je pense que, par exemple, je ne suis pas le seul à y avoir songé, que les Occidentaux pourraient quand même brouiller au minimum les systèmes de communication de l'armée de Bachar, et notamment celui de la fameuse 4e division qui fait le plus sale boulot, qui est une sorte de garde prétorienne. On pourrait aussi, il y a des capacités avec des hackers ultra qualifiés, on pourrait rentrer dans leur système informatique. Ça a été fait très moyennement, ça a été fait un petit peu, mais je pense quand même assez légèrement, malgré tout, enfin pour ce que j'en sais. Mais je pense qu'on pourrait, j'allais dire, à quoi servent nos impôts? Il y a des services secrets, c'est nous qui les payons dans notre fiche lorsqu'on paye nos impôts. Il y a des services secrets. Ils pourraient quand même faire passer une partie de ce que demandent les combattants syriens, et je vais y revenir, lesquels, ne serait-ce qu'en matière de munitions pour, je sais pas, pour les mitraillettes. Vous savez que ça se vend au marché noir maintenant, les Kalachnikov, et on vend une balle. Les balles se vendent au marché noir, une par une, et pas par chargeur entier. Ce qui fait que les déserteurs de l'armée syrienne sont dans des situations parfois catastrophiques. Ils ont 2 chargeurs d'avance sur leur mitraillette. Mais on pourrait leur fournir des munitions, on pourrait leur fournir des talkie-walkies, on pourrait leur fournir des jumelles infrarouges pour voir la nuit, on pourrait leur fournir des gilets pare-balles ou des combinaisons pare-balles, on pourrait leur fournir des armes individuelles pour détruire les tanks. Et tout ça peut passer. Je dis que beaucoup de choses peuvent passer. Si vous me permettez de faire un tout petit détour, les objets peuvent passer, car même certains hommes peuvent passer. Je pense à mon ami Jacques Berès qui est avec nous ici, qui est revenu d'un séjour en Syrie. Il est passé par le Liban, il est ressorti. C'est pas simple, mais je pense que des spécialistes de la chose militaire et des services secrets pourraient faire passer. Les frontières demeurent poreuses entre la Turquie ou le Liban et la Syrie. Alors, nous sommes... Non mais justement, dis-nous, s'il n'y a pas cette aide logistique, militaire, il faut l'attribuer à quelle raison? C'est la peur, c'est la peur d'ajouter justement à cette ligne de fracture explosive, sunnite-chiite. Moi, je crois que c'est pour une chose un peu différente. Tout le monde a peur de l'après. Et on se dit, est-ce qu'on va encore mettre en place un régime islamiste? Mais on se retrouve dans une sorte de prophétie autoprédictive, c'est-à-dire que plus on se dit, oulala, il y a le risque de mettre au pouvoir des salafistes, des islamistes, plus cette inquiétude retient les Occidentaux d'intervenir, plus elle a de chances de se réaliser. Car même si le Qatar aujourd'hui, malgré ses rodomontades, ne semble pas envoyer des grosses quantités d'armes ni d'hommes sur place, ils font passer de l'armement, mais pas de l'armement décisif. Néanmoins, ce qu'ils font passer, ils le font passer à leurs copains. Les gens qui reçoivent les armes là-bas, évidemment, du Qatar, ce n'est pas exactement des francs-maçons athées et des mécréants. Ce sont les gens les plus proches d'eux. Donc, effectivement, ce sont des gens de tendance wahhabite ou fondamentalistes diverses qui sont sûrement pas prêts à reconnaître les moindres acquis, les moindres avantages aux Kurdes. Donc, comme on ne bouge pas, les autres bougent, ils renforcent, enfin, je pense le Qatar, notamment le Qatar et la Turquie. Ils renforcent leurs propres troupes au sein de l'armée syrienne libre, et nous, les Occidentaux, nous retranchant derrière la légalité internationale, mais surtout la peur du résultat de cette révolution, nous ne bougeons pas et nous laissons les choses se développer vers le pire. Juste encore un mot. Je le disais tout à l'heure, j'avais commencé comme ça, j'ai terminé là-dessus. Je citais cette phrase de Trotsky sur la direction révolutionnaire. Nous sommes confrontés à un gros problème, et là je suis obligé de mettre en cause le gouvernement français actuel.
les directions de l'opposition, mais notamment sa principale, qui est le Conseil national syrien, ce courant politique qui aujourd'hui, enfin le Conseil national syrien, est dirigé par une équipe de gens qui vivent depuis plusieurs décennies en France, qui jouissent, et tant mieux pour eux, du confort de la démocratie occidentale. Néanmoins, au sein du Conseil national syrien, ces gens-là défendent une orientation nationaliste arabe faite de compromis par ailleurs avec les islamistes. D'ailleurs, le Conseil national syrien tire ses ressources parce qu'ils passent leur temps à voyager, à faire des congrès à Istanbul, à Dubaï ou je ne sais pas où. Ils vivent grâce au financement du Qatar, hein, donc ils ne sont pas tentés de bouger une oreille face à l'orientation stratégique du Qatar. Mais le problème, qu'ils soient soutenus par le Qatar, qui défendent une orientation nationaliste, islamo-nationaliste, on va dire, islamo-nationaliste arabe, c'est une chose, mais que le gouvernement français s'entende comme larrons en foire avec ce courant-là et lui confie la charge de gérer l'opposition syrienne, là c'est totalement étonnant. Je dois dire que il est très déplaisant pour moi de découvrir que notre ambassadeur, ancien ambassadeur à Damas, Éric Chevalier, qui a aidé après un premier moment de, on va dire au moins d'hésitation, qui s'est engagé dans le soutien à la révolution syrienne. Ils ont fait beaucoup de choses pour les opposants, ils en ont fait sortir. Éric Chevalier s'est déplacé sur le terrain, à Homs-Hama, etc. Néanmoins, aujourd'hui, il privilégie les relations avec la direction du Conseil national syrien, dont le président s'appelle Burhan Ghalioun, lequel, Burhan Ghalioun, lorsque la règle du jeu s'est engagée dans le soutien à la révolution syrienne, à travers un rassemblement au Trocadéro au mois d'avril, je crois, dernier, ce Burhan Ghalioun est l'homme qui a dit « Bernard-Henri Lévy, épargnez-nous votre soutien à la Syrie ». Car, évidemment, c'est Bernard-Henri Lévy, donc la règle du jeu, c'est le diable, puisqu'ils ne sont pas pour la destruction d'Israël, puisqu'ils sont pour le droit à l'existence d'Israël. Ce sont donc des sionistes. Ce sont ces gens-là qui dirigent aujourd'hui le Conseil national syrien. L'agenda de Ghalioun et du CNS, c'est quoi justement? Ils veulent quand même le renversement de la tyrannie de Bachar Assad. Ils veulent, bien sûr qu'ils souhaitent ce renversement, mais ils sont incapables de trouver mais alors, j'allais dire congénitalement incapables de trouver les réponses à apporter. Et notamment, et je m'arrête là-dessus, et notamment, ils ont été incapables de donner aux minorités, si tant est, comme disait Randak, qui sont des minorités par rapport à une majorité sunnite. Je termine. Ce courant, cette direction est incapable de donner les garanties aux minorités syriennes, y compris à la partie sunnite qui est peut-être composée de gens qui ont des distances avec la religion. Ils sont incapables de leur donner des garanties sur l'avenir. C'est-à-dire, personne n'a été capable de dire, malgré mes préconisations, parce que j'ai quand même pas mal de contacts avec les milieux de l'opposition syrienne, pas le Conseil national syrien, mais dans d'autres courants, ils sont incapables de dire, dans des discours spécifiques aux chrétiens, aux alaouites, aux druzes, la révolution veillera à votre sécurité, et pas juste en parole dans un programme, mais nous mettrons à la disposition des quartiers des minorités chrétiennes ou druzes ou alaouites des bataillons. C'est-à-dire la préoccupation d'une police militaire de l'armée syrienne libre n'apparaît nulle part. Et on comprend donc dès lors que ces minorités qui voient l'islamisme se renforcer, qui voient l'absence de cohérence dans la direction du projet révolutionnaire, on comprend que ces minorités, sans même aduler Bachar, préfèrent se ranger sous la protection de Bachar en disant « pourvu que cette révolution s'arrête », ils redoutent le chaos inhérent à toute phase de victoire révolutionnaire. Et surtout, je termine, le Conseil national syrien est incapable de dire aux Kurdes, dans le programme, on met une revendication, l'autodétermination, un référendum d'autodétermination pour le peuple kurde. Donc, nous sommes confrontés à une révolution qui a évidemment beaucoup de difficultés de toute façon, une situation internationale mauvaise et une direction de la révolution qui est lamentable. Je reste quand même optimiste, bien sûr. Bon, la mélancolie trotskiste est au rendez-vous. On parlait de révolution trahie, là, Bernard, au début de ce rendez-vous. Khalid Issa, vous partagez ce diagnostic concernant le CNS et son ambiguïté. On remercie beaucoup Pierre Asner qui doit nous quitter. Merci infiniment, cher Pierre.
Bon retour et à très bientôt. En réalité, la révolution, lorsque c'est déclenché,